tous, merci de nous avoir rejoints pour ce point presse ce matin 7 mai. Je voudrais encore vous remercier pour votre assiduité et puis tous les relais d'information que vous avez pu faire auprès de vos lecteurs et donc plus globalement de vos auditeurs et de la population. Il est extrêmement important de continuer à passer les bons messages aux patients, à ceux qui les entourent et à toute la population en général. Nous continuons d'avoir une très très forte mobilisation de tous les professionnels du CHU en cette période qui est particulière puisque nous sommes à la fois dans une période où nous devons maintenir notre dispositif de prise en charge des patients Covid, mais surtout de faire en sorte d'accueillir tous les patients. Et c'est un des objectifs de notre rencontre ce matin, c'est de vous dire comment nous souhaitons favoriser l'accès des patients au CHU, puisque c'est bien notre objectif, c'est de nous préoccuper de l'état de santé de notre population. À ce titre, un bref rappel épidémiologique. Donc, sur l'Occitanie, vous le savez, il y a plus de 7000 personnes, 7211 exactement, qui ont été confirmées comme diagnostiquées Covid. Et en ce qui concerne le CHU, nous avons hospitalisé 605 personnes depuis le début de l'épidémie et donc nous avons une majorité de personnes sorties, des gens qui ont été hospitalisés et suivis à domicile, des gens qui ont été suivis en réanimation et d'autres qui ont été suivis dans les services de maladies infectieuses et tropicales ou dans notre unité dédiée à la prise en charge des personnes âgées ayant le Covid. Malheureusement, nous avons une pensée pour leurs proches. 58 patients sont décédés au CHU depuis le début de l'épidémie. Nous pourrons vous donner des éléments, je dirais, sur la manière dont ça s'est passé. Et je pense qu'on a aujourd'hui, en tout cas, on a fait un point complet en commission médicale d'établissement, des résultats satisfaisants en matière de guérison et de récupération après réanimation. Nous avons, depuis le début de la semaine, effectué 706 tests. Et sur ces 706 tests, nous n'avons eu qu'un seul cas positif nouveau. Il y a d'autres tests qui sont des confirmations. Ce ne sont pas des cas nouveaux. Donc cela souligne le fait que la courbe, et vous vous rappelez que lors de nos premières interventions, on avait dit qu'il faut aplanir la courbe a été cassée à la mi-avril. Et donc nous continuons d'être dans cette bonne évolution et dans cette bonne démarche. Donc le déconfinement a eu un impact favorable. Et nous enregistrons aussi peu d'appels au SAMU, donc c'est une évolution extrêmement favorable, là aussi. Pour autant, et je pense que M. le Président de la CME ainsi que l'ensemble des représentants médicaux qui m'entourent renforceront mon propos, nous demeurons préoccupés. Je rappelle que nous n'avons pas de vaccin. Il faut inlassablement rappeler cela. Nous n'avons pas de traitement absolu et absolument évalué dans toutes les situations. Nous avons des stratégies thérapeutiques, mais les évaluations sur les médicaments, on peut dire qu'il n'y a pas de médicament miracle. C'est une succession d'actions thérapeutiques qui peut sauver des personnes. Donc, en cette veille de déconfinement, je pense que nous insisterons particulièrement sur le fait que non seulement les patients doivent se soigner, mais notre population doit prévenir l'infection par les gestes barrières, porter un masque, se frictionner les mains, se laver les mains,
assurer une distanciation sociale, être réfléchi dans son action quotidienne, de telle sorte qu'on n'expose pas notamment les plus vulnérables. Je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes qui ont plusieurs pathologies associées. Et c'est protéger ces personnes que de penser tout le temps à sa responsabilité individuelle vis-à-vis d'elles. Et c'est protéger les soignants également. Les soignants, ce sont des personnes qui, si elles sont elles-mêmes atteintes, ne peuvent pas vous soigner. Donc il est extrêmement important que nous continuions à avoir ce discours. On peut, comment dirais-je, être trompé par une image positive, une carte verte d'un département, qui est le cas dans l'Hérault, mais c'est une situation à un moment donné, une photographie à un moment donné, et ce que j'ai envie de dire, c'est que nous avons connu une première mi-temps, nous ne savons pas s'il va y avoir des prolongations ou s'il va falloir jouer une deuxième mi-temps, et avec, je dirais, quelle intensité et quelle durée. Donc nous continuons d'être en veille et en veille active. Je voudrais à ce stade vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Le professeur Patrice Taurel, président de la commission médicale d'établissement que vous connaissez bien. Le professeur Xavier Calvilla. Il y a un écho, excusez-moi. Voilà, merci. Donc, le professeur Xavier Capdevila, qui est responsable du département d'anesthésie et réanimation à l'hôpital de la Péronie, qui a supervisé les activités de la filière de soins critiques pendant cette crise. Le professeur Moustapha Seban, qui est responsable du département des urgences, donc je rappelle, qui comprend le SAMU, Centre 15, le service d'accueil d'urgence et le dispositif de service mobile d'urgence en réanimation. Nous accueillons pour la première fois le professeur Jacques Morel, qui est le responsable du département de rhumatologie, mais ce matin il va moins parler de rhumatologie et plus la manière dont on va augmenter notre capacité de prise en charge en hospitalisation pour pouvoir accueillir les patients qui en ont le plus besoin, et là je parle de patients hors Covid, notamment les patients qui ont été déprogrammés. Nous parlerons, je pense aussi, avec Xavier Capdevila des activités un peu interventionnelles si c'est nécessaire, évidemment. J'ai à mes côtés le professeur Vincent Dayen qui intervient pour la première fois, qui est le responsable du département d'ophtalmologie à l'hôpital Guy de Chauillac, et qui n'intervient pas à ce titre, mais à ce titre de pilote des activités externes, donc les consultations et autres activités externes, et la manière dont les patients vont pouvoir revenir en consultation au CHU d'une manière la plus sécurisée possible. Et puis, vous le connaissez bien, le professeur Jacques Rennes, donc du département des maladies infectieuses et tropicales, qui est là pour nous parler de la clinique en infectiologie, mais beaucoup de la recherche. Et il se passe beaucoup de choses, parfois contradictoires, mais il se passe beaucoup de choses, donc ils sont là pour vous éclairer. Avant de leur donner la parole, je dirais d'une manière générale que nous devons continuer d'avoir un hôpital qui assure, et il l'a toujours assuré, la sécurité des patients, quelle que soit la pathologie que vous avez. Donc vous pouvez venir à l'hôpital, au CHU de Montpellier, avec cette garantie de sécurité. Nous, vraiment, c'est notre obsession, c'est de vous apporter le maximum possible dans ce domaine-là. Alors évidemment, cela engendre des contraintes de fonctionnement. L'hôpital ne peut pas fonctionner à plein régime, puisqu'il faut maintenir de la distanciation sociale. Il y a un élément, et je pense qu'on y reviendra, c'est que nous voulons assurer l'hospitalisation d'un patient par chambre. On verra tout à l'heure
quelles contraintes cela engendre. Donc nous sommes obligés de ralentir notre rythme d'activité, ou en tout cas de ne pas reprendre au même rythme que celui que nous connaissions en février et en janvier, parce que pour assurer la sécurité, il faut ralentir le rythme, et c'est un peu la philosophie. Donc je vais passer la parole au professeur Vincent Dayen pour les activités de consultation, pour présenter les grands principes du plan d'adaptation de l'activité. Je pense qu'on pourra répondre aux questions à l'issue de son première intervention, et ensuite on passera à l'hospitalisation et on parlera également interventionnel et soins critiques avec le professeur Capdevila. Merci. Merci monsieur le directeur, bonjour à tous. Donc en ce qui concerne les consultations, cette période a été aussi l'occasion de progresser dans certains domaines, notamment sur la téléconsultation. Donc on va continuer de développer tous les outils nécessaires pour favoriser autant que possible les téléconsultations. Par contre, sur les consultations techniques dans des spécialités chirurgicales notamment, ou ma spécialité sur l'ophtalmologie, ou d'autres comme la dermatologie, des consultations en présentiel sont indispensables. Alors pour ça, on a pris tout un tas de mesures de sécurité. Et la première, c'est de demander à tous les patients de venir avec un masque aux normes de sécurité en vigueur, notamment les normes AFNOR. Les autres mesures qu'on propose, c'est de venir seul en consultation, avec le minimum possible d'accompagnants qui seront limités évidemment aux enfants et également aux personnes handicapées. On propose également de distribuer de la solution hydroalcoolique à tous les patients à leur arrivée. Et dans le secteur de consultation, on reprendra la température à tous les patients pour s'assurer qu'ils n'ont pas de symptômes liés au Covid. Et chaque secteur de consultation aura des box dédiées si le patient présente des symptômes, ou ces patients seront amenés à se faire dépister à la péronie. Donc progressivement, le CHU de Montpellier va, à partir du 11 mai, réouvrir ses consultations avec des circuits patients qui ont été adaptés dans tous les plateaux techniques pour respecter les distances de sécurité, notamment dans les salles d'attente. Et tout est organisé pour accueillir à nouveau à la fois les patients qui étaient suivis au CHU, mais également les nouveaux patients qui nécessitent une consultation d'expertise CHU. Et tout a été organisé pour que ces consultations soient réalisées avec un niveau de sécurité maximal. On passe peut-être au professeur Morel, qui ça vous donnera le temps de réfléchir aux questions que vous souhaiteriez nous poser. Professeur. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce qui concerne les hospitalisations, nous devions proposer des procédures en effet qui permettent au mieux de garantir la sécurité non seulement des patients hospitalisés, mais également des soignants. Et vous avez bien entendu qu'on a une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé nous a donc demandé d'hospitaliser un seul patient par chambre. Donc on s'est basé sur l'expérience acquise sur ces derniers mois. En effet, on a appris quand même que les patients infectés par le Covid-19 pouvaient être asymptomatiques, qui pouvaient transmettre le virus avant même les premiers symptômes. Et nous avons également appris au cours de ces 2 derniers mois de bien distinguer géographiquement les patients qui étaient Covid positifs des patients qui étaient Covid négatifs. Et pendant ces 2 derniers mois, des filières ont été créées, aussi bien au niveau des hospitalisations par les urgences, par les secteurs de médecine, par la chirurgie, et également sur les plateaux techniques comme la radiologie. Donc à partir de ces données, nous avons proposé que tout patient qui était hospitalisé dans un secteur complet, c'est-à-dire avec au moins une nuit à l'hôpital, serait systématiquement dépisté
avec un test biologique que vous connaissez, la RT-PCR, donc nasopharyngé, et 48 heures avant cette hospitalisation. Et ce test sera associé à un questionnaire dit Covid, qui reprend le statut Covid du patient. Est-ce qu'il a été dépisté positif sur les 2 dernières semaines? Est-ce qu'il a été en contact avec un patient positif sur les 2 dernières semaines? Mais également les principaux symptômes évocateurs d'une infection Covid-19. Ce sont les critères pour avoir un statut Covid avant une hospitalisation. Si en effet ce test est positif avant l'hospitalisation, si on peut reprogrammer l'hospitalisation à ce moment-là, on pourra l'envisager, ou sinon il faudra hospitaliser le patient dans un secteur dédié, donc aux patients qui sont Covid positifs. Donc tout patient qui sera ensuite, qui arrivera à l'hôpital, aura, le CHU lui fournira un masque, et il est également mise à disposition de manière très large de ces solutions hydroalcooliques, avec des affichages dans les chambres, comment utiliser, comment mettre un masque et comment utiliser ces solutions hydroalcooliques. Se posera la question, puisque comme vous avez entendu, c'est un seul patient par chambre, c'est la règle, et on doit s'y tenir tant qu'on le peut, et on risque en effet d'être à un moment en tension et d'avoir à se poser la question de 2 patients dans une seule chambre. Donc pour mettre 2 patients dans une seule chambre, le statut Covid sera très important, raison pour laquelle nous avons proposé ce dépistage systématique avant les hospitalisations, car on pourra regrouper 2 patients par chambre s'ils sont Covid-19 négatifs. Si par contre ils sont Covid positifs, que ce soit au cours de l'hospitalisation ou avant l'hospitalisation, ils seront donc dans un secteur dédié à ces patients donc Covid positifs sur le CHU, dans l'hôpital ou dans le pôle. Si par contre on est en attente du résultat, ce qui peut être le cas par exemple lorsque les patients sont non programmés et rentrent par les urgences, le patient restera en chambre seul tant que le résultat de ce test ne sera pas à disposition. Au cours de son hospitalisation, si jamais on est amené malgré tout à mettre 2 patients dans une même chambre, des mesures strictes seront appliquées, c'est-à-dire le port du masque en continu, mais aussi un paravent pour limiter les interactions sociales, hélas, mais c'est important pour éviter, si jamais les patients se parlent sans masque, qu'il y ait des contaminations. Et puis un lavage également des sanitaires de manière plusieurs fois par jour pour limiter en effet les transmissions du virus entre les patients si jamais il y en a un qui est asymptomatique. Pour les visites, c'est un élément également important à retenir. Interdiction, en tout cas limitation au maximum des visites, sauf pour certains services qui le font déjà, la gynéco-obstétrique, la pédiatrie, la gériatrie. Et si un patient exprime le besoin d'une visite pour sa santé, pour son bien-être, son équilibre en tout cas, ce sera possible avec une procédure qui a été proposée et qui est vraiment détaillée. 1 à 2 maximum visiteurs pour un patient qui vont être définis dès l'hospitalisation, dès l'entrée, et ensuite avec des procédures et une charte de respect des mesures, de l'application des mesures barrières et du port du masque pendant toute la visite au sein de la structure. Donc ça, ce sont les principales procédures qui ont été proposées, et on sera en effet en tension très probablement, et à ce moment-là, il faut penser aussi aux alternatives à une hospitalisation du patient dans un secteur complet. Et on a quand même les hospitalisations de jour, où là le test de dépistage biologique ne sera pas systématique. Et on a également les consultations, la réalisation des examens ambulatoires en consultation, ou encore l'hospitalisation à domicile, et enfin l'hôtel patient qui peut permettre à des patients d'être hospitalisés en 2 jours d'affilée, mais de séjourner dans un hôtel pour la nuit. Merci, professeur.
pour faire un petit peu la transition, donc, dans les principaux points, hein, donc retenez la limitation des venues évitables à l'hôpital, pas de manière définitive, mais lorsque c'est possible. Donc, nous allons continuer sur les téléconsultations et les télésuivis. Nous en avons réalisé autour de 10 000 depuis le début de la crise. Donc, le savoir-faire des professionnels du CHU n'est plus à prouver. Les visites, la visite de vos proches reste interdite à ce stade par mesure de prudence. Il y a des dérogations, bien évidemment, des dérogations pour des séjours longs et des dérogations pour les personnes qui sont en fin de vie. Donc ces dérogations sont accordées par l'équipe médicale au vu de la situation. Et bien évidemment, il y a des points d'information prévus régulièrement par les équipes pour les personnes, les familles qui ne peuvent pas s'entretenir directement et physiquement avec leurs proches. Dans les autres éléments à retenir, hein, c'est nous allons tout faire pour que la durée d'hospitalisation soit, je dirais, la plus nécessaire possible, en évitant de l'allonger. Alors, vous savez que nous pratiquons la récupération améliorée après chirurgie, qui est un facteur favorable pour réduire les durées d'hospitalisation. Nous allons recommencer les activités de chirurgie ambulatoire à un meilleur rythme, pas le rythme idéal, mais un meilleur rythme, on en parlera dans un instant. Nous allons tout faire pour développer de l'hospitalisation à domicile. Notre hospitalisation à domicile, elle est bien développée. Il y a environ 60 à 70 personnes qui sont chaque jour hébergées chez elles. Donc nous savons que nous pouvons faire mieux. Et donc tous nos services vont se mobiliser autour de notre HAD du CHU pour faire mieux et offrir davantage cette possibilité d'hospitalisation. Bien évidemment, les gestes barrières, le port du masque est obligatoire dans les bâtiments du CHU, le masque dit grand public, le masque effectivement aux normes AFNOR. Si vous venez au CHU avec un masque, c'est très bien. Si toutefois, pour différentes raisons, vous n'avez pas ce masque, évidemment, nous serons à vos côtés pour vous le fournir par exception, évidemment. La friction au gel hydroalcoolique sera obligatoire. Dès l'entrée du CHU, nous aurons les dispositifs pour cela. Il y aura des espaces avec une signalétique particulière. On ne pourra pas être massivement présents tous ensemble dans un secteur de consultation. Vous comprenez bien qu'il faut appliquer à l'intérieur de l'hôpital ces mesures de distanciation. Et puis, nous continuons d'agir sur les processus de bio-nettoyage, de désinfection renforcés avec nos personnels, avec nos prestataires, que je remercie pour leur professionnalisme. Et vous l'avez rappelé, l'hospitalisation en chambre individuelle sera privilégiée. Et pour préparer votre venue, vous serez rappelé 48 heures avant votre programmation de consultation ou d'hospitalisation pour voir si tout va bien et si toutefois vous aviez des symptômes évocateurs d'un problème respiratoire. Vous serez orienté, évidemment, nous ne vous laisserons pas sans solution. Et il y aura un dépistage par test PCR systématique avant l'hospitalisation complète programmée. Cela, c'est aussi une mesure de sécurité pour vous et pour nos professionnels. Et j'en viens aux activités interventionnelles et chirurgicales. Professeur Capdevila. Oui, donc en fait, comme vous le savez parfaitement, nous avons été face à quelque chose de totalement inédit et donc il y a eu évidemment des interventions inédites. Et la première d'entre elles, ça a été la déprogrammation totale de toutes les activités chirurgicales et interventionnelles partout en France, selon un plan national, et vous savez bien.
Ce qui fait que si on s'en tient à ce qui se passe au niveau du CHU de Montpellier par exemple, eh bien, il faut savoir que durant cette période, 4600 interventions ont été déprogrammées. 4600. Ce qui représente évidemment un nombre de malades extrêmement conséquent. Pour autant, et ça c'est ce que vous avez dit dans les précédentes conférences de presse, bien évidemment, les patients qui nécessitaient des interventions en urgence ou qui nécessitaient des interventions avec une perte de chance en cas de report de cette même intervention ont été opérés. C'est pour ça qu'à peu près 2000 patients ont été opérés également durant cette période. Donc, nous sommes maintenant face à une considération qui est celle de, bien évidemment, continuer à opérer les urgences et les patients en perte de chance, mais y réintégrer, bien évidemment, tous ces patients qui ont été déprogrammés. Donc, c'est bien la reprise de ces patients qui s'ajoutent à une activité déjà de base liminaire du CHU dont il s'agit. Donc, nous avons demandé aux collègues du Collège de chirurgie et des activités interventionnelles de classer en termes d'urgence, de reprogrammation, en 3 catégories les patients. Ceux qui doivent être pris extrêmement précocement dans le mois qui suit, puis ensuite dans les 2-3 mois, puis ensuite au-dessus de 3 mois en gros. Et à partir de là, nous allons dimensionner, dans la mesure du possible, dimensionner les blocs opératoires et les salles d'intervention, que ce soit radiologie, cathétérisme, etc., pour pouvoir faire ces interventions chez les patients. Donc ça demande évidemment quelque chose d'extrêmement factuel, d'extrêmement encadré, parce qu'on, vous le savez, on ne peut pas réaugmenter les salles d'intervention de façon anarchique. Et vous savez pertinemment également que nous maintenons au sein de nos blocs opératoires et de nos circuits interventionnels une filière Covid négative de patients qui ne sont pas porteurs du SARS-CoV-2 et une filière pour les patients qui seraient porteurs du SARS-CoV-2, donc ce qui évidemment ne simplifie pas la façon de programmer au sein de nos blocs opératoires et de nos salles d'intervention. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu, comme je vous le disais, en plusieurs strates pour pouvoir faire face à la demande des patients qui viendraient au niveau du CHU. Alors, ceci se fait également dans un environnement qui est contraint, vous le savez, nous en avons également déjà parlé, avec une préemption nationale, notamment sur un certain nombre de médicaments, dont des médicaments qui sont utilisés au bloc opératoire, également sur les équipements de protection individuelle, notamment les blouses, etc. Donc tout doit être évidemment calculé à l'aune de toutes ces possibilités qui seront utilisées par les professionnels du CHU pour faire les chirurgies ou les interventions. Donc ceci est évidemment évalué dans le groupe de travail qui est en train de travailler sur la reprise des activités, et nous avons en tête très clairement le fait que dans les 2 à 3 mois qui viennent, la majorité des patients qui ont été déprogrammés devront être repris au niveau du CHU. Les chirurgies et les hospitalisations de patients et leurs consultations seront faites selon les circonstances qui vous ont été exposées par ailleurs, avec la protection évidemment du patient, à la fois en consultation, en hospitalisation et évidemment au cours de son intervention. Merci, Monsieur le Professeur, Monsieur le Président de la Commission médicale d'établissement. Oui, juste un mot, parce que une question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que parce qu'on est un département vert, on peut faire plus cool, on peut prendre moins de précautions? Et la réponse est clairement non. Vert-rouge, ça dépend de la circulation active du virus. Et vous savez qu'aujourd'hui elle est basse, mais qu'on est très dépendant d'un cluster et qu'il y a beaucoup d'incertitudes et d'injustices entre les départements. La capacité de réanimation et la capacité à tester et à isoler. Tout ça justifie amplement que notre département soit vert. Mais à l'échelon d'un individu, ça ne change absolument rien sur les précautions à prendre. Absolument rien. Et donc ça ne change absolument rien sur la façon dont doivent réagir les hôpitaux, que ce soit le CHU, mais
C'est exactement pareil pour toutes les cliniques. Donc ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on croit qu'il doit être fait au CHU, ce qu'on va faire au CHU, mais également ce qu'on croit qu'il doit être fait pour toutes les cliniques. Parce que même si on est vert, le risque existe. Il y a plusieurs images qui sont prises. On est à la fin du match, on est à la fin de la première mi-temps. Moi, je dis souvent celle que on a franchi le sommet du col, on est dans la descente, mais on n'est pas à la fin de l'étape. On sait que la route va être longue et avec des bosses, et c'est à nous de faire que ces bosses soient les moins hautes possibles. Merci. On fait peut-être un point sur la recherche, professeur Rennes. Beaucoup de choses se passent dans le monde là-dessus. Oui. Merci. Donc, effectivement, il y a beaucoup de données qui tombent tous les jours, toutes les demi-journées. Avec la nécessité d'une analyse, et c'est pas toujours très facile parce que on a peu de données d'essais comparatifs réalisés dans les conditions optimales. Vous avez certainement donc en tête l'essai Discovery, avec beaucoup d'attentes sur cet essai, avec beaucoup de limitations aussi, puisqu'il ne sera réalisé en pratique qu'en France. Avec d'autres essais qui ont débuté, on participe à ces essais, que ce soit à Discovery, mais aussi sur le produit qui maintenant est enregistré aux États-Unis, le Remdesivir, dont certains patients ont pu bénéficier donc, sur Montpellier. On est aussi promoteur donc, au niveau du CHU de Montpellier d'un essai thérapeutique qui reste valide dans son rationnel, mais qui évidemment est limité actuellement par les éléments d'inclusion tenant aux bonnes nouvelles de la décrue majeure que l'on connaît. Alors il y a des choses prévues pour les jours qui viennent en termes de résultats, en termes d'analyse, éventuellement en termes de décision nationale pour peut-être rationaliser les études en fonction de l'évolution et des données disponibles. Alors, ce qui est très important, c'est de voir qu'on a quand même beaucoup avancé en termes de connaissance de la maladie, en connaissance de la transmission. Il y a encore une étude donc, de taïwanaise très intéressante parce qu'elle confirme les données que l'on pouvait pressentir à travers les données virologiques, que la transmission peut se faire avant le début des symptômes, mais que quand les symptômes sont là, la transmissibilité se fait surtout dans la première semaine. Et qu'après, on a une chute très significative des transmissions. Et donc, ce risque, évidemment, est repéré par les techniques de PCR, mais les PCR peuvent rester encore positives alors que vraisemblablement les personnes sont très peu contagieuses. Donc tout ça c'est important. C'est important pour dire qu'il faut absolument des études de suivi pratique des personnes qui sont symptomatiques. Il faut absolument qu'on fasse l'étude autour de ces cas donc de contact, parce qu'on sait qu'il y a une incubation de l'ordre de 4 à 7 jours, et que justement on peut repérer assez rapidement ces cas pour limiter le risque d'une reprise et d'une extension. Donc ça c'est très très important. Et le message qui a pu être porté initialement de dire restez chez vous si vous êtes malade, etc. Je pense que ça doit être un petit peu tempéré pour certaines situations cliniques où maintenant on a une très bonne connaissance du risque de forme grave, et en particulier pour les personnes âgées, pour les personnes qui sont en surpoids, pour les personnes qui ont une insuffisance cardiaque. Donc on sait pertinemment donc, que leur risque de progresser est important. Et donc il faut qu'il y ait un suivi médical, qui soit à distance par de la télémédecine avec des médecins libéraux, des médecins du CHU, puisqu'on a une application qui a très bien marché pour suivre un grand nombre de personnes qui étaient positives. Et en cas de doute, évidemment, être hospitalisé pour cette prise en charge initiale
Donc pour faire le point, étant entendu qu'on a des moyens maintenant de bien apprécier le risque évolutif à travers des données d'imagerie, à travers des données biologiques, donc pour prendre en charge les personnes. Et on a beaucoup insisté sur les éventuels traitements, mais il faut bien voir qu'à travers les données dont on dispose, il n'y a pas actuellement, comme l'a dit le directeur général, de traitement miracle, mais que les aspects de traitement standard, entre guillemets, l'apport d'oxygène, les mesures de réanimation, ont permis quand même de récupérer des situations problématiques. Et ça, je pense que ça doit être souligné. Ça a été quand même un effort majeur donc des soignants, mais qui a été extrêmement bénéfique, je pense, pour le devenir des personnes. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été évoquées, et qui seront certainement évoquées peut-être aujourd'hui. C'est la préoccupation qu'ont les soignants et le CHU de suivre ces personnes, parce qu'on sait que potentiellement, il y aura des perturbations, des conséquences parfois psychologiques, parfois somatiques, en particulier respiratoires. Et donc, il est actuellement prévu dans le cadre d'un suivi de soins et aussi d'évaluation, donc un suivi à 3 mois, 6 mois pour les personnes qui le souhaiteraient. Et avoir ce suivi, à mon avis, est très important pour le bénéfice des personnes. Voilà, donc pour dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire, qu'il y a des programmes qui sont en cours d'évaluation des données biologiques, et ça ne sera pas inutile parce que, effectivement, on n'est pas sorti, aussi en termes scientifiques et médicaux, de cette épidémie. On parle beaucoup du vaccin, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent parce que on n'aura peut-être pas de solution là aussi optimale, il faut bien le savoir. Donc juste quelques mots sur les perspectives vaccinales. Évidemment, il y a un énorme engagement de beaucoup d'institutions, de laboratoires pour essayer d'avancer sur le vaccin. Il faut bien comprendre que ça ne va pas être très simple, qu'on va mettre des mois en évaluation, et si on prend les vaccins qui existent pour d'autres maladies infectieuses, on voit très bien qu'il y a d'énormes différences. La polio, le vaccin protège à 100%. Mais quand vous regardez l'exemple de la grippe, on sait très bien que le vaccin de la grippe n'est efficace qu'à 50% environ, et encore quand les souches sont à peu près correspondantes. Donc il est évident qu'on ne va pas nécessairement résoudre tout avec le vaccin. Et donc il faut se préparer pour se dire que si par bonheur effectivement l'épidémie tombe, on n'est pas à l'abri d'une éventuelle épidémie à l'hiver prochain, et qu'on ne sera peut-être pas opérationnel pour un élément vaccinal. Et donc c'est toute une réflexion générale, et je pense que c'est vraiment assez composite comme stratégie, tant en termes d'organisation des soins que de repérage et que de stratégie de prévention. Donc ça, c'est vraiment un challenge conceptuel sur les stratégies d'approche et de prévention et de prise en charge. Merci professeur sur cette conclusion sur l'approche multifacette à la fois de la gestion de la crise et de la prise en charge des patients. Oui, c'est bon? Ouais. Alors est-ce qu'on peut passer aux questions? Je propose qu'on commence par la recherche, puisqu'on a terminé par ça, donc on nous demande où on est l'étude Covidoc. Alors, l'étude Micro. L'étude Covidoc est toujours en cours, étant entendu qu'actuellement les inclusions sont plus que faibles, puisque depuis quelques jours nous n'avons plus d'inclusion du fait de l'absence en fait de nouveaux patients, puisque je le rappelle, cette étude concerne des personnes qui ont une évolution des symptômes inférieure à 10 jours, hein, donc ce sont des patients qui sont récemment symptomatiques. Et donc on va attendre l'évolution épidémiologique et les décisions qui seront prises donc, au niveau national
au niveau du CHU et avec les différents centres hospitaliers qui se sont engagés avec nous, puisque c'est quand même assez remarquable de voir l'adhésion que nous avons eue donc au niveau des centres hospitaliers de l'Occitanie et aussi de PACA, et qu'en fonction de cette situation, ben, on poursuivra ou on ne poursuivra pas, mais ça sera quand même de toute façon quelque chose qui a été important, qui sera peut-être frustrant si on n'arrive pas à conclure, mais je pense qu'il fallait faire et que l'on conduit encore. Autre question? On a une question pour le professeur Capdevila. Y a-t-il toujours des tensions sur les médicaments utilisés en anesthésie? Alors oui, il y a toujours des tensions, hein, puisque, vous l'avez déjà dit, il y a une vision nationale sur un certain nombre de médicaments, avec une distribution faite par l'État, globalement, en fonction d'un certain nombre de clés de répartition. Et donc, oui, on n'est pas encore à l'abri, évidemment, de ruptures et de difficultés, d'autant plus que, comme l'a signifié le directeur général, le nombre de patients dans les réa Covid+ a diminué, mais le nombre de patients qui revient dans les réa avec des besoins de réanimation et qui ne sont pas porteurs du SARS-CoV-2 sont des patients qui, eux aussi, nécessitent ce type de médicaments. Et nous devons donc y ajouter une reprise, comme on l'a déjà signifié, de l'activité chirurgicale. Donc évidemment, c'est un élément important que l'on prend en compte pour l'activité chirurgicale et la reprise de celle-ci selon les circonstances qu'on a déjà évoquées. Et ça va rester probablement encore pendant quelques semaines au moins un sujet. S'y rajoute à ça bien évidemment l'activité chirurgicale dont on a parlé au préalable, et donc oui, le problème des médicaments et des équipements de protection individuelle à vision nationale, puisque la prévention est nationale et délivrée par le ministère, est encore un problème au moins pendant quelques semaines. Autre question? Oui, donc on avait des questions sur le plan d'ajustement des activités à partir du déconfinement. La première question, c'était quel est l'impact de ces préconisations de cette organisation sur la capacité d'hospitalisation du CHU? Alors, sur la capacité d'hospitalisation, ça représente une réduction capacitaire de l'ordre de 25%. Or, c'est variable d'une spécialité à l'autre. Nous avons fait en sorte que vraiment on puisse prendre en charge ce qui est essentiel dans cette période-là, en espérant que l'on puisse, avec les mesures d'accompagnement que j'ai décrites, comme l'hospitalisation à domicile, ou ce qu'a rappelé le professeur Morel, le recours à l'hôtel hospitalier, et pour ce qui concerne toutes les activités qui se faisaient en hôpital de jour de médecine, qu'elles puissent peut-être se moduler avec des consultations longues, etc., etc. Nous avons essayé aussi de transformer des hôpitaux de semaine où on venait du lundi au vendredi en hospitalisation complète pour récupérer de la capacité. Donc nous essayons de trouver des solutions les unes après les autres. Il est important que nous ayons aussi des coordinations territoriales. Donc on maintient aussi nos coordinations avec nos collègues de l'hospitalisation privée en tant que de besoin pour trouver des solutions. Parce que dans une telle situation, il faut trouver des coopérations solidaires afin de répondre au mieux à la demande des patients. Et donc même question sur le déconfinement avec deux questions. Donc les tests seront systématiques quels que soient les services que pour les hospitalisations complètes. Donc, ça, j'en suis répondu oui. Et donc, deuxième question, donc sur l'ensemble du CHU, la perte d'activité est évaluée à combien compte tenu de ces nouvelles contraintes? Alors, la perte d'activité, je dirais qu'elle serait de l'ordre de 40%, en tout cas depuis le début de la crise. Bon, c'est une estimation vraiment à grande maille. Et puis, concernant les tests,
nous avons effectivement ciblé les tests aux hospitalisations. Il n'est pas judicieux de les étendre aux consultations et on ne voit pas bien comment ça pourrait fonctionner. Ce n'est pas à nous de le faire, mais je rappelle que pour toute, comment dirais-je, suspicion de pathologie respiratoire, les médecins traitants vont être au cœur du dispositif annoncé par le Premier ministre, avec la possibilité pour eux de prescrire, évidemment, lorsque les signes précurseurs du Covid sont présents, de signer une prescription pour réaliser des examens qui peuvent être réalisés dans un laboratoire privé ou dans un laboratoire public. Donc c'est important et je rappelle que les médecins traitants feront un premier travail autour du premier cercle entourant le patient, son environnement immédiat, de son cocon familial, pour que ces personnes soient prévenues, contactées, et notamment par la plateforme téléphonique de l'assurance maladie. Donc il faut aussi que nos auditeurs ou nos lecteurs aient conscience que c'est un tout, que tout le système de santé reste mobilisé pour détecter le plus vite possible des patients qui seraient atteints de ce coronavirus. Donc une question sur le nettoyage. Une entreprise de Lunel va mettre en service un appareil de nettoyage par UVC. Plusieurs entreprises du Gard ont mis au point un robot capable aussi de nettoyer les chambres par UV. Utilisez-vous ces techniques de nettoyage par UV? Et si oui, envisagez-vous de faire appel à des prestataires locaux ou d'autres prestataires? Alors la réponse est que nous n'y faisons pas appel, parce que pour l'instant, toute notre action a été de faire en sorte que les professionnels qui interviennent, que ce soit nos professionnels ou les professionnels de l'entreprise, je n'ai pas le droit de citer, mais qui est un de nos sous-traitants, il faut d'abord qu'ils connaissent l'hôpital. Je pense que toute solution technique n'est pas en soi la solution universelle et miracle. Il faut connaître l'hôpital pour savoir où sont les zones possibles de fréquentation et donc de contamination, quelle est la configuration des locaux, et ce n'est pas simplement une question de robot ou une question de technique de décontamination, c'est vraiment le facteur connaissance et le facteur humain qui est un élément essentiel, me semble-t-il, à ce stade. Nous sommes prêts à étudier toutes les solutions possibles, mais encore une fois, il faut déjà s'appuyer sur la base, sur le socle de la sécurité sanitaire, avec des gens qui connaissent les règles du bio-nettoyage en milieu hospitalier. Et enfin, donc on a eu plusieurs fois la question, qu'est-il prévu et êtes-vous prêt en cas de deuxième vague? Alors je dirais que nous avons prévu donc un socle de prise en charge en cas de deuxième vague, c'est-à-dire que nous avons des capacités prévues en réanimation, en médecine. Le plan que nous avions élaboré et mis en œuvre, nous pouvons le remettre en place en cas de deuxième vague. Et je rappelle, c'est très important, c'est que tous les hôpitaux privés et publics, les cliniques, les hôpitaux publics, sont tous en plan blanc. Le plan blanc demeure actif puisque l'état d'urgence sanitaire est actif jusqu'à la fin juillet, que chaque établissement privé ou public doit conserver son plan actif pour prendre en charge, accueillir des patients susceptibles d'avoir le Covid, et que cette responsabilité elle est de plus en plus territoriale. Comme je l'ai rappelé, c'est toute une chaîne qui doit être active, du médecin traitant au CHU, en passant par les cliniques et les hôpitaux. Et je pense qu'un des enjeux de la période, maintenant, c'est de maintenir cette vigilance à plusieurs et de le faire avec nos collègues du secteur privé, des cliniques privées, des établissements privés de la métropole et plus largement de la région.
mais économique, enfin je me permets de rajouter que économiquement et socialement, on ne sait pas très bien comment on se relèverait d'une deuxième vague, et donc c'est la responsabilité de tous qu'il n'y en ait pas, ou qu'elle ne soit pas à hauteur. Oui, c'est vraiment important que chaque concitoyen soit conscient de ça. C'est que le système de santé est fort, il l'a prouvé. Le système hospitalier est fort, il l'a prouvé. Mais que ce sont des femmes et des hommes qui le font. Que ça a été extrêmement éprouvant pour ceux qui ont été en réanimation, aux urgences, dans le service des maladies infectieuses et tropicales. C'est éprouvant aussi pour ceux qui s'occupent des autres pathologies et qui ont dû ralentir leur activité et maintenir un contact avec chaque patient pour expliquer la situation, donner des perspectives. Et donner des perspectives pour un être humain et pour des gens qui sont comptables, socialement comptables de la vie des autres, donc les soignants et un hôpital dans son ensemble. Ce serait vraiment très très éprouvant d'avoir une deuxième vague et de ne pas pouvoir offrir le meilleur et tout notre possible pour tous les patients qui majoritairement, fort heureusement, aujourd'hui ne sont pas atteints du Covid. Donc on revient sur la recherche, parce que je pense qu'il y a des difficultés peut-être de son. Donc pas sûr qu'on aille au terme de tous les protocoles, et donc on est-il de l'étude protocole Raoult, donc le Covidoc mené par le CHU. Comme je l'ai déjà indiqué, actuellement donc, le protocole se poursuit et va s'adapter donc à la fois aux données disponibles, à l'élément épidémique, et donc en fonction de ça, on poursuivra ou pas, tout en étant intimement convaincu que la question qui a été posée par ce protocole reste pertinente. Ça fait partie des frustrations potentielles. S'il n'y a plus de questions, d'abord je voudrais remercier de votre assiduité, de votre patience face à nos multiples problèmes techniques, et vraiment de bien vouloir accepter nos excuses pour cela. Et merci encore pour votre action d'information de toute la population, et nous vous souhaitons à la fois une bonne journée et peut-être un bon week-end.